vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. On parle beaucoup d'aide médicale à mourir. On a vu qu'il y a une hausse des demandes au Québec. Le directeur, d'ailleurs, de la commission qui évalue certaines des demandes et qui fait le bilan parle même du fait d'éviter une certaine... qu'il faut être prudent pour pas éviter une certaine dérive. D'un autre côté, il y en a qui réclament qu'elle soit élargie encore davantage, entre autres pour les gens qui ont des troubles mentaux, entre autres pour les gens qui veulent faire des demandes anticipées. Bon, ce petit bout-là a été fait, mais pas encore, il n'est pas encore en application. On discute de tout ça avec Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Salut Philippe. Bonjour. Bonjour. Donc oui, mais d'ailleurs, le Québec, je crois que c'est l'un des endroits dans le monde où il y a plus de morts par suicide assisté. Donc c'est un débat qui fait quand même pas mal jaser, mais en même temps, au Québec, comme donc on là, sait... Là déjà, Philippe, tu fais le choix d'utiliser le mot suicide assisté de façon délibérée. Non, je dis pas. Tu me parles pas d'aide médicale à mourir. Ah non, mais on peut dire... non, mais je connais pas très bien le débat sémantique. Là. Le débat sémantique, ben écoute, oui, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait à l'époque pour favoriser l'acceptabilité sociale, de ne pas parler de suicide assisté. Tu sais, c'est un nouveau concept, le mot aide médicale à mourir. Mm-hmm. Et pour démontrer, parce que suicide assisté, c'est quelque chose qui c'est quand même ça aussi, là. Qui faisait très peur. Il y avait beaucoup les gens s'opposaient davantage. Puis quand le débat a commencé en 2012, la loi a été adoptée en 2014, en tout cas, donc 2010-2012, un des choix qui a été fait par la commission à l'Assemblée nationale avec les députés qui étaient là, c'était de parler d'aide médicale à mourir pour en parler comme un soin, mais pour travailler aussi sur l'acceptabilité sociale. Bien sûr. Mais là, ça, c'est des coups de communication pour bien faire passer quelque chose. Ouais, je crois que c'est des euphémismes. Ça a bien fonctionné. Ce sont des euphémismes, mais pour exprimer quand même la même chose qui est quand même un suicide assisté. Mais bon, si on préfère parler d'aide médicale à mourir ici, je vais le faire. De toute façon, c'est l'expression que j'ai mis. Tu utilises les termes que tu souhaites. Bon. Mais de toute façon, c'est l'expression que j'ai mis dans mon document. Puis la réflexion vient du fait que Louis-André Richard, qui est un philosophe de Québec, a partagé aujourd'hui, je trouvais ça intéressant, une tribune au Figaro qui porte justement sur ces trois personnes qui connaissent ces enjeux-là puis qui disent qu'il y a un problème sur justement l'aide médicale à mourir ou ce qu'ils appellent en France l'aide active à mourir. Donc on voit qu'il y a encore un débat sémantique d'un continent à l'autre. En effet. Mais ce qui est intéressant, ils ont réutilisé peut-être le terme aide, c'est ça. Mais ça a l'air plus doux quand même. C'est ça. Mais au Québec, j'allais dire, on est une société consensuelle. Donc quand on a fait passer la chose, en plus c'était Véronique Yvon, tout le monde l'aime, c'est la matante du Québec. Donc tout le monde l'aime. Donc elle a fait passer son truc. Puis là, on peut pas vraiment s'en prendre à Véronique Yvon, tout le monde l'aime. Donc on a fait passer la loi, puis il n'y a pas vraiment eu de débat. C'est ce qui est propre au Québec. Chaque fois qu'il y a eu un enjeu sociétal, il n'y a pas vraiment eu un grand débat là-dessus. Ben non, mais il y a eu une commission parlementaire qui a fait le tour. Tout le monde était pour. Ben la question, c'est juste de savoir jusqu'où on va aller. Mais donc, c'est quand même ça la question. Non, au départ, il y avait pas, c'était pas... Véronique Yvon, premièrement, elle était pas super connue là, quand elle a commencé ça. C'était une toute jeune ministre qui venait d'être nommée. C'était pas quelqu'un de si... en tout cas, moi, je me rappelle, écoute, j'étais dans le réseau de la santé, puis la première fois qu'elle a été nommée comme ministre aux services sociaux, j'avais aucune idée de qui elle était. Là, puis je suis quand même quelqu'un qui suit quand même pas pire la politique. C'est quand même ce qui l'a mis à l'avant-scène. Ça l'a fait connaître. Oui, mais je pense pas que les gens ont adhéré au concept parce que c'était Véronique Yvon. Je pense qu'il y a quelque part où il y a un travail. Non, je sais. Tu avais Maryse Gaudreau, qui était la députée de Hull, aussi pour le Parti libéral, qui était coprésidente. Il y a eu des députés qui ont travaillé là-dessus, comme ça a été fait dans d'autres commissions, avec beaucoup de doigté, de tact pour avancer au même rythme que la population. Puis même que, tu vois, à l'époque, le débat sur les demandes anticipées, le fait, par exemple, si t'es pas apte à faire la demande au moment où tu vas recevoir le soin, donc quelqu'un qui a l'Alzheimer. Ce débat-là avait été entamé à l'époque, puis c'était trop rapide. Tu sais, c'était vraiment on voyait qu'il y avait un inconfort, puis la commission avait fait le choix à l'époque de manger l'éléphant par petites bouchées. Okay, je vais mais l'expliquer l'idée comme ça. dogmatique, c'est qu'on ne peut pas s'y opposer entièrement. Puis on est dans l'idée qu'il faut y aller progressivement pour habituer la société à toujours étendre de plus en plus ces fameux soins de fin de vie. Donc on est quand même pris dans un dogme qui nous dit qu'il faut d'abord accepter l'aide médicale à mourir, puis on va accepter le fait qu'au fil du temps, on va toujours progresser et étendre ces fameux soins-là.
Donc, on est pris dans ce dogmatisme-là. Après, il peut y avoir des débats sur les modalités. Mais t'as plein de Mais gens il qui sont pas n'y a pas un d'accord. débat éthique fondamental qui, ben oui, il y a des gens qui sont en désaccord, mais comment dire, ils sont pas forcément mis de l'avant. Mais j'allais dire qu'en France, il y a ces débats-là pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'y opposent frontalement et qui voudraient pas que ça se passe. Parce qu'ils savent très bien que, par exemple, dans des pays comme la Belgique, ben là, il y a, par exemple, déjà eu des prisonniers qui ont demandé l'aide médicale à mourir alors qu'ils n'avaient pas, il n'y avait pas justement de maladie. C'est juste qu'ils voulaient pas finir leur jour en prison. Donc là, on a étendu ce fameux soin donc à des gens qui n'étaient pas malades. Donc jusqu'où on doit aller? Mais là, la Tribune au Figaro fait une comparaison avec la pièce Richard III de Shakespeare. Parce que dans cette pièce-là, ben, Richard III, c'est un homme qui fait des meurtres et tout ça. Puis pour conquérir une femme, il lui dit, mais au fond, si je fais ces meurtres-là, c'est pour une bonne cause, parce que ces gens-là le méritaient, tout ça. Donc tu vois aussi que je m'en vais. Mais donc... je te laisse, je vois très, très bien où tu t'en vas. C'est pas moi, c'est pas mon propos. Non, mais là, c'est exactement ça que avant d'intervenir dans ma tête, je me suis dit, c'est pas Philippe qui est en train de me dire ça, il est en train de me parler d'une analyse qui est faite par... Oui, vas-y, je t'écoute. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ce que nous dit la Tribune, c'est que c'est un Richard peu violent, III, là, comme parallèle quand même. Ben, on va en venir aux conclusions. Et donc, Richard III, en fait, s'il tue, c'est pas par une absence de culpabilité à l'égard de ses meurtres, mais plutôt par un excès de culpabilité. Parce que ce qu'on apprend dans la pièce, c'est que sa mère ne l'a pas désiré, et donc il est né dans la culpabilité. Et donc, si on veut canaliser ça, pour sublimer ça, il le passe par des meurtres qui sont vus comme Puis après, il va justifier ses meurtres en disant, au fond, je fais ça pour la bonne cause, il y a une bonne raison derrière ça. Donc, l'analogie qui est faite par la Tribune, c'est de dire que chez les médecins, depuis longtemps, il y a eu la promesse d'enrayer toutes les maladies. On sait, dans les années 60, il y avait Nixon qui dit on va enrayer le cancer. Donc, on va justement naître une société où l'éternité est possible, où justement, il n'y a plus de souffrance, il va toujours avoir quelque chose pour régler toutes les maladies. Et donc, cette promesse de la médecine moderne n'a pas été tenue. De telle sorte que, selon les auteurs de la Tribune, les médecins se sentent coupables de ne pas avoir tenu leur promesse et de voir leurs patients être en fin de vie ou être dans une situation qu'ils ne peuvent pas régler dans différentes situations. Donc, selon les auteurs, il y a un excès de culpabilité chez les médecins et la société leur enverrait le message qu'il faut en finir plutôt que guérir parce qu'ils n'ont pas su tenir leurs promesses. Donc, aussi bien, si on veut s'en débarrasser, en se disant, en trouvant des bonnes raisons comme il faut supprimer la souffrance, il faut pas éterniser des vies qui n'auraient plus de valeur selon certaines conceptions. Donc, c'est là que l'analogie est faite, de telle sorte que il y a l'idée, justement, que le corps médical pourrait malheureusement se dédouaner de responsabilité parce qu'il pourrait voir, justement, l'aide médicale à mourir comme quelque chose dont ils ne sont pas responsables, dont ils n'ont aucune culpabilité, alors qu'il y a quand même toujours une certaine responsabilité légale, il y a tout de même morale, en fait, c'est surtout ça l'important. Donc, si le corps médical se dédouane d'un sentiment de culpabilité, mais là, on peut faire naître une société qui est très froide et qui va se retrouver un peu comme dans le film Soylent Green, Soleil vert, où justement, là, on est comme une société complètement déshumanisée où justement la mort administrative est la règle. Puis, moi, je pense que ça peut être quand même très inquiétant, justement, parce qu'on sait qu'en France, par exemple, il y a Michel Houellebecq qui s'y oppose beaucoup. Il parle d'une rupture anthropologique. Autrement dit, ce qu'il veut dire par là, c'est que nos grands symboles qui fondent une civilisation sont complètement changés, si on veut. Parce que ce qui fonde une civilisation, c'est d'abord de dire on ne doit pas tuer. Puis on sait qu'au fondement de la médecine, il y a l'idée qu'il ne faut pas nuire, ne pas nuire d'abord avant tout. Donc là, avec l'aide médicale à mourir, là, c'est on nuit tout de suite. Donc là, on vient complètement chambouler des repères fondamentaux dans nos conceptions anthropologiques. Donc si on fait ça, là, le risque, c'est vraiment de voir la mort comme quelque chose de banal, qui va être froid, administratif, puis on n'aura plus forcément le même respect à l'égard de la mort. Et d'ailleurs, justement, il y a plusieurs penseurs qui ont déjà dit on mesure la valeur d'une civilisation, d'une collectivité, dans la manière dont elle traite la mort. Donc si c'est juste rendu un simple acte administratif parmi d'autres, ça en dit long sur nous. Bon. Alors, cher Philippe, je suis absolument pas d'accord avec l'analyse qui est faite par Le Figaro pour plein de raisons, OK?
dans un premier temps, tu vois, j'ai travaillé longtemps dans le réseau de la santé, puis j'ai travaillé beaucoup sur le dossier de l'aide médicale à mourir, dont sur la question de l'élargissement. Il y a plein de médecins qui sont pas des pros aide médicale à mourir. Tu sais, tous les médecins qui font des soins palliatifs, entre autres, la raison pour laquelle ils sont allés vers les soins palliatifs, c'est pour accompagner des gens jusqu'au dernier souffle. Donc, c'est absolument pas des gens qui prônent go, cette personne-là est en fin de vie, donc on va aller vers l'aide médicale à mourir. Tu sais, je pense que le point, puis c'est pour ça que peut-être je suis moins familière avec comment ça se passe en France, mais ici au Québec, on a fait un choix de relier la décision à la souffrance. Puis, le bout où je te rejoins, c'est que je pense qu'on a tous une drôle de relation avec la question de la mort. Là. Je pense qu'on est, puis moi, j'en ai fait des consultations comme députée là-dessus. On est une société qui a peur de la mort. On a peur de mourir. C'est pas quelque chose de normal dans le cycle de la vie. Puis, on a l'impression que c'est que tu finis justement avec les cas qu'on voit en CHSLD, mal nourris, étouffés, poussés en bas de ton lit avec la maltraitance, que ça va se faire dans la douleur. Donc, ça ajoute, je pense, à la crainte qu'on a, alors que dans 90% des cas, ou c'est pas 97% des cas, ça se fait de manière naturelle, douce. Mais je pense que ça reste que quand tu es en souffrance, puis c'est le choix qu'on a fait comme société d'accorder l'aide médicale à mourir, quand tu es dans une douleur, une souffrance, je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire le choix de quand tu sais, c'est souffrant et irréversible, tu sais, que tu as un cancer terminal, moi, j'ai le père d'une amie qui s'est retrouvée dans cette situation-là, un cancer terminal des os. Écoute, c'est de la douleur fois 1000, à côté sur la morphine, plus de lucidité. Ben, je vois bien pas qui on serait pour dire à cette personne-là, non, tu n'as pas le choix de faire, tu n'as pas le droit de faire le choix que ta vie s'arrête au moment où tu souhaites. En effet, mais l'affaire, c'est que quand on légalise cette pratique-là, on fait l'exact inverse. C'est-à-dire qu'on pousse ces gens-là au suicide. Parce qu'en fait, on leur envoie le message qu'ils sont déboulés pour la société, que leur vie ne mérite pas d'être vécue. Et donc, la société leur envoie le message que l'avenue qui est souhaitée par la société, c'est qu'ils fassent bon débarras. Ben non, mais on leur donne... c'est du... Oui, moi, je pense qu'au contraire, mais il y a quand même une pression sociale. Ben, on renforce le libre arbitre de ces gens-là, de dire, je fais le choix du moment où ça va... Écoute, tu peux bien... Je vois pas pourquoi on déciderait pas ça dans la vie du moment où on souhaite que ça s'arrête, parce que... Puis là, c'est sûr qu'on peut tomber dans le cas des prisonniers auxquels tu me réfères, ce avec quoi, tu vois, je trouve qu'on s'éloigne beaucoup du principe de douleur, de souffrance, de maladie irréversible. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, dans la question justement de l'élargissement pour tu sais, je veux dire, on va faire face à une épidémie d'Alzheimer, là, de plein de sortes de maladies dégénératives. Puis je trouvais ça... Moi, j'étais très sensible aux démarches qui étaient faites par, entre autres, Sandra de Montigny, qui est une jeune femme début quarantaine qui a un diagnostic d'Alzheimer, puis qui disait pourquoi moi, je ne peux pas faire une demande anticipée. Mais ça a été relié aussi à la question de douleur. OK. Mais l'affaire, c'est dans le cas, justement, des malades mentaux, le problème est que c'est la question du consentement. Parce qu'une demande anticipée, je peux pas forcément savoir qu'est-ce qui va être bon pour moi dans quelques années. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore forcément les symptômes de l'Alzheimer ou de maladies similaires ne comprend pas qu'il ne sera pas la même personne rendue là. Donc, ce n'est plus simplement la même personne. Elle a changé en cours de route. Donc, si on se fie uniquement à une demande anticipée, on se fie à une personne qui n'est plus la même. Donc, pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais la souffrance, c'est quand même, tu sais, encore là, pour avoir eu ces échanges-là souvent avec des psychiatres, c'est que la souffrance, elle est là quand même. Je n'en doute pas. Mais après, c'est parce que si le critère, c'est vraiment la souffrance, bien là, ça peut inclure beaucoup, beaucoup de gens. Je me souviens ici, à Cube, il y a un an, j'avais parlé justement du cas d'une femme en Ontario qui avait la COVID longue depuis un bon bout de temps, puis elle avait fait une demande d'aide médicale à mourir. Mais là, COVID longue... OK, oui, il y a de la souffrance. On comprenait dans le témoignage qu'il y avait pas mal de souffrance, mais après, on ne sait pas si ça peut être guéri un jour. Donc, tu sais, il y a toutes de complications comme ça qui viennent. Puis, en même temps, j'insiste sur le point que
on insiste sur le libre arbitre, la libre décision, mais justement, si on se retrouve dans des cas, si on se retrouve dans une société où les CHSLD sont pas très accueillants, pour le dire avec un euphémisme, c'est pas un endroit où on a le goût d'aller, mais là, c'est parce que, dans le fond, on pousse la personne à en finir tout de suite, parce qu'on dit, la société n'a pas l'argent pour avoir des bons soins, des bons centres, donc aussi bien en finir tout de suite. Puis d'ailleurs, on avait vu ça il y a 1 an, des anciens combattants s'étaient vus offert l'aide médicale à mourir. Donc là, c'est vraiment le corps médical qui pousse le patient à aller jusque-là. Puis qui va offrir des arguments pour dire vous devriez faire ça. Puis il peut y avoir aussi des arguments informels pour dire vous voyez bien que vos enfants ils n'aiment pas ça venir ici, tout ça c'est lourd pour eux. Donc il peut y avoir une pression informelle. Puis là, le fait que ce soit maintenant légal comme pratique, ça fait en sorte qu'on peut vraiment pousser beaucoup de gens à ce genre de choses-là. Puis on le voit d'ailleurs, depuis que c'est légalisé, il y a eu une augmentation très importante au point que le Québec, c'est l'un des endroits dans le monde où il y a le plus d'aide médicale à mourir. Mais est-ce que c'est forcément toujours des cas où c'est quelqu'un qui est complètement au bout du rouleau puis il va finir dans les quelques mois s'il le prend pas? Ou bien c'est des personnes qui auraient pu être pris en charge autrement? C'est ça la question, parce que là, il faut comprendre à quel point ça peut aller vraiment très loin si on étend ça à la santé mentale, à des problèmes incurables. Sur des faits, c'est pas des milliers de personnes là, qui demandent l'aide médicale à mourir puis qui la reçoivent par année. Tu as un processus. Puis tu sais, je comprends ce que tu dis parce que, encore là, dans les 2 commissions spéciales qui ont travaillé là-dessus, la première pour élaborer la loi puis la deuxième pour l'élargir, ça fait partie des enjeux auxquels les députés étaient hypersensibles, de dire il faut pas que ce soit perçu dans une société qui est vieillissante comme un message. Il y a plein de gériatres qui étaient venus d'ailleurs en disant ça sur l'élargissement, là, sur l'Alzheimer, en disant il faut pas que le message ce soit parce que tu as un diagnostic d'Alzheimer, by the way, tu peux faire la fin pour toi, ce sera l'aide médicale à mourir. Il faut pas qu'il y ait cette pression-là qui soit indue. Donc, il y a une ligne qui est quand même très... Il faut juste être sensible à cette question-là de pression. Puis ça, je te rejoins absolument là-dessus, pas juste pour être consensuel. Même si le médecin ne pousse pas, si, admettons, la personne sait qu'avec la maladie qu'elle a, je sais pas moi, 70% des personnes qui ont cette maladie-là passent par l'aide médicale à mourir. C'est une pression sociale. Même si le médecin ne pousse pas, même si le corps médical ne pousse pas, s'il sait qu'il y a une grande majorité de gens qui ont passé par là, c'est une pression sociale quand même. Tandis que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on a adopté l'aide médicale à mourir au Québec, le docteur Barrette avait dit, là, on a juste légalisé la proverbiale injection de morphine. Autrement dit, il savait très bien que c'était une pratique qui existait déjà, mais de manière à couvert. Mais peut-être que c'était mieux comme ça aussi. Parce que parfois, il y a toujours des normes qui sont tolérées sans être légitimées. Par exemple, rouler 120 sur l'autoroute. Ce n'est pas légitimé, mais c'est toléré. Je pense pas, Philippe, parce que ça se fait pas la différence avec avant, peut-être, c'est que ça se fait pas justement en porte-close entre un médecin et un patient. T'sais, si tu veux l'aide médicale à mourir, il faut que tu la demandes. Faut que ce soit évalué par un premier médecin. Faut que ce soit évalué par un deuxième médecin. Mais justement, c'est encore l'État. Tu le reconfirmes à quelques reprises. Tu sais, c'est pas un truc banal en l'air où tu peux juste faire comme pouf, tu te lèves un matin et tu te dis je demande parce que je ressens une pression. Tu sais, puis encore là, il y en a quand même beaucoup des demandes aussi qui passeront pas à travers ce filtre-là. Puis quand on va rentrer dans la question des demandes anticipées, puis éventuellement de la santé mentale, je ne sais pas si ça élargira jusque-là, mais ce débat-là est certainement pas fini. Non, en effet. Mais là, l'affaire, c'est que, comment je peux dire ça? C'est parce que si on était à pu finir, parce que là, on peut parler des dépressifs, c'est des gens qui sont dépressifs chroniques, puis là, ils pourraient dire, moi, je vais en finir tout de suite. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Parce qu'on n'arrête pas de dire le suicide, c'est pas une option. Mais là, en même temps, l'État te dit que c'est la solution. Bon, on a un problème. Puis aussi, là, tu me dis, il y a des procédures, faut signer et tout ça. Mais justement, c'est encore l'État qui s'ingère dans la vie des gens jusqu'à la toute dernière seconde. Il ne peut pas avoir un moment où on peut juste se dérober des griffes de l'État puis faire ses propres choix en dehors de la légalité. Tu peux mourir en paix chez toi, tu peux mourir en paix. En effet, mais justement, on n'est pas obligé de... Parce que quand on légalise, il faut comprendre qu'on légitime une pratique sociale. Ouais. C'est ça qu'on comprend. Tandis que si elle n'est pas légale, elle est simplement tolérée, cette pratique-là. Donc, il y a vraiment un glissement symbolique qui est extrêmement important. Si on passe de la tolérance à la légitimation, c'est complètement 2 mondes. C'est quand on se tolère une pratique, là, ça va pas s'étendre, ça risque pas d'aller partout, de faire n'importe quoi. Parce que si on le légitime, là, on envoie le message à la société que c'est quelque chose qui est moralement correct, que c'est même quelque chose qui est socialement bien vu. Donc, ça change complètement nos repères, là, cela. Là. Donc, cette pratique-là existait déjà avant la loi. Donc, pourquoi, là, il faudrait légaliser? Puis là, on voit que c'est comme un jeu de domino, parce que là, une fois qu'on pousse le domino, là, on veut toujours l'étendre plus loin. Puis là, on voit qu'à la fin, tous les dominos vont tomber. Là. Donc, on va être rendu qu'on va donner l'aide médicale à mourir à des gens qui ont la COVID longue, qui ont une dépression, Alzheimer et tout ça.
Puis là, ça va être une société très froide parce qu'on va dire que tous ceux qui ont une maladie, au fond, sont des malportants et des boulets pour la société dont il faudrait se débarrasser. Bon, je dirais pas que tu es de mauvaise foi parce Pas que du tout. j'apprécie toujours la contribution que tu as dans ces échanges sociétals. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci. D'après moi, on Merci. va en reparler de celui-là En effet. aussi.